Bonjour à tous, vous le connaissez tous chez Frontières, il fait des reportages qui font des millions de vues, qui sont souvent honnis par l'extrême gauche parce qu'il ose aller là où il est interdit d'aller. Évidemment, je parle de Jordan Florentin. Bonjour Jordan. Bonjour Eric. On va parler ensemble de ta nouvelle série sur Frontières Plus qui s'intitule La France d'après parce que Jordan a fait tout simplement le tour de France. Il va vous amener visiter des CADA, des centres d'accueil pour migrants, voir des instituts infiltrés par les frères musulmans. Il y allait avant même qu'il y ait ce rapport de Bruno Retailleau. Voilà, Jordan, il est à chaque fois aux avant-postes. Mais d'abord, une petite bande-annonce et ensuite on en parle. Partout en France, le décompte a commencé. Un diktat démographique effréné. Une course contre la montre. La France d'après est déjà là. Alors Jordan, on a vu déjà ces premières images choc. Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. C'est absolument captivant. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir choisi de réaliser cette série? J'ai réalisé cette série qui illustre en réalité ce qu'on voit dans cette bande-annonce, c'est-à-dire qu'il y a un tic-tac démographique. Beaucoup nous expliquent qu'il est minuit moins le quart avant le grand effondrement, avant la chute de ce pays. La réalité, c'est qu'on a dépassé minuit. Partout dans tout le territoire, on le voit, j'ai eu la chance de visiter 95 départements sur 96, et dans tous ces territoires où je suis allé, le tic-tac démographique, en réalité, c'est une course contre la montre. Il y a un vrai compte à rebours, c'est terminé dans certains territoires, on le voit en Seine-Saint-Denis, on le savait. Moi, je vais montrer à tous nos haters, nos spectateurs, qu'en réalité, dans d'autres territoires, c'est terminé aussi. C'est-à-dire qu'il y a une course effrénée contre la démographie, celle de l'immigration qui arrive, et notre propre natalité qui est en chute libre. Et en fait, il y a des conséquences à tout cela. C'est-à-dire que ce pays il est en train de changer. Cette France d'après, elle est déjà là, dans certains territoires, avec deux aspects. Le premier, c'est qu'il y a un abandon de notre pays au sens où il y a une déculturation, une défrancisation, une déchristianisation, et qu'en fait, il y a un phénomène qui profite de tout ça, qui est décrit dans le rapport dont on va parler, c'est une implantation de plus en plus radicale d'une religion, qui est l'islam, avec ses propres codes, ses propres valeurs, sa propre civilisation, et ça vient changer la France d'avant pour en faire la France d'après. Moi, je la traverse et donc je la présente. Et donc, alors pour expliquer à ceux qui nous regardent, c'est donc une série qui est sur la nouvelle plateforme de Frontières Plus que vous trouvez sur frontiermedia.fr ou sur l'application mobile de Frontières que vous pouvez télécharger. C'est un épisode qui sort tous les dimanches soirs. Donc il y en a déjà 2 qui ont été publiés, 3 qui vont arriver. Donc c'est sur un ensemble de 5 semaines. Et donc tu as voulu surtout, plutôt que de parler uniquement de grands remplacements de démographie, te rendre dans certains endroits. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les moments forts, les temps forts de cette série? En fait, le grand remplacement, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, c'est la même chose. Là-dessus, le constat, nous, ça fait 5 ans qu'on le dresse avec Frontières, donc le constat, il est là. Maintenant, c'est quelles sont les conséquences. On se dit toujours, une fois qu'on a fait le constat, maintenant, on va aller voir dans cette France d'après les conséquences. Qu'est-ce qui va se produire ensuite? Est-ce qu'il peut y avoir potentiellement une guerre civile? Voilà. Et donc, j'ai voulu aller m'intéresser dans certains territoires à tout ça. Des moments forts, il y en a, parce qu'il y a des témoignages. En fait, c'est les Français qu'on allait voir, c'est des habitants. Il y a cette dame à Annemasse qui a vécu en Égypte, qui a vu la police des mœurs islamiques là-bas, qui nous raconte qu'elle ne veut pas voir s'implanter cela ici en Savoie, seulement ça arrive déjà à Annemasse, où elle est obligée de se couvrir les épaules Donc tu et as traité le du cas corps. de la Savoie. Donc il y a le cas de la Savoie, il y a le cas notamment d'un musulman qui a fréquenté des sphères extrêmement radicales, qui a vu comment l'islam, comment il y avait cet entrisme et qui pouvait embrigader la jeunesse, et lui il s'est radicalisé en 2005, c'est-à-dire avant le phénomène de radicalisation numérique, etc. Donc il nous raconte tout ça, et il nous donne, et ça c'est très important, une touche d'espoir
espoir parce que lui, il en est revenu et aujourd'hui, il veut dire aux musulmans de France, ne sombrez pas dans cette radicalité, ce qui va être très compliqué, mais ça amène à réfléchir aussi ces épisodes. Et puis, ce passage qui est très fort aussi, c'est la rencontre avec les cadres de l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines, qui est une école coranique, frériste, tout simplement, en plein cœur du Morvan. Florence Bergeau-Blattler l'avait analysé depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est inscrit dans le marbre avec ce rapport sur les frères musulmans. On a pu échanger avec les cadres. Il y a de la taquilla, ils dissimulent, ils cachent. Il y a du djihad judiciaire, comme on explique, puisqu'ils poursuivent. On peut s'attendre nous-mêmes à des plaintes, à des poursuites là-dessus. Et c'est très intéressant puisque j'ai pu moi-même me confronter à ces gens-là et me rendre compte que tout ce qu'on décrit, nous, sur le papier ou ici dans nos studios, ben, en fait, sur le terrain, les Français le vivent. Oui, c'est important ces reportages de terrain. C'est un peu ce slogan de Paris Match de l'époque qui était le poids des mots, le choc des photos. Eh bien, nous, c'est au niveau des images vidéo, surtout les tiennes. Alors, ton premier épisode, tu poses les bases un peu de cette série. On reste accroché, c'est l'épisode majeur. Comment tu le décrirais? Cet épisode, il tient toute la série. C'est un peu la ligne rouge que je décrivais, c'est-à-dire comment notre pays, avec ses paysages magnifiques, je démarre dans les hauts sommets des Alpes, dans ces montagnes du Jura, la frontière franco-italienne. Et ces paysages, ben, eux-mêmes vont changer, puisqu'il y a des mosquées qui se développent un petit peu partout. Il y a des mœurs et des cultures, des valeurs qui sont en train de changer. Et donc, je pose la base de voilà ce qu'est la France, qu'on a connue, nous qui avons grandi dans les années 90, celle que certains de nos lecteurs et spectateurs ont connue. Et on fait un petit peu le tour des villages, tout ça, et on observe dans un premier temps qu'il y a d'abord ce grand emplacement, qu'il y a un nouveau peuple. Je pense à cette rue à Chambéry où on a des commerçants qui nous disent oui, ici c'est un quartier africanisé, c'est un quartier arabo-musulman. Donc il y a le témoignage des commerçants, le témoignage des habitants. On voit qu'il y a ce phénomène d'insécurité qui progresse parce qu'il y a le grand emplacement. Et donc sur ces bases-là, grand emplacement, insécurité, quelle est la France d'après? Qu'est-ce qui vient s'implanter face à cela? Eh bien, on le voit en allant à la mosquée de Cluse, un islamisme rampant, délirant, qui progresse d'une façon vitesse grand V, avec notamment à Albertville une mosquée tenue par Miligorus, donc réseau frériste islamique tenu depuis Ankara, depuis la Turquie, dénoncés comme des ennemis de l'intérieur par le ministère de l'Intérieur, et ce depuis 5 ans, et c'est seulement maintenant qu'on en parle dans un rapport. Donc, face à cette France qui s'éteint, on voit des boutiques franco-italiennes qui se ferment et sur le trottoir d'en face, des kebabs et des tacos. Face à cette France qui se meurt, ben, il y a une France qui n'est pas notre France, qui est la France d'après, mais qui se réveille, islamisée, et donc avec des mosquées implantées un petit peu partout. Et il y a ce témoignage, j'en parlais, de ce musulman qui lui fréquente ces mosquées et me dit ce sont des mosquées qui traditionnellement ne sont même pas des mosquées occidentales qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en France, encore moins dans les Alpes, qui nous viennent vraiment de pays moyen-orientaux avec des pratiques, des mœurs, des imams qui prêchent, qui ne sont pas ancré dans ce qu'est la République française et dans ses valeurs. Comment tu l'as trouvé ce musulman? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Comment tu l'as perçu? Il témoigne à ton micro. Il témoigne à mon micro, je l'ai trouvé extrêmement courageux et très instruit déjà. Il nous apprend vraiment, et ça c'est très intéressant dans l'épisode, il nous montre les livres qui sont disponibles de façon enfin c'est très simple d'aller acheter ce type de livre dans une librairie, des enfants ayant accès. Et en fait, il nous montre comment l'islam vient dès le plus jeune âge éduquer l'enfant avec des mots très simples, avec des traductions, avec des images. Ça embrigade en fait dès le plus jeune âge. Il nous explique tout ça, il nous explique aussi les conséquences de la radicalisation. Il nous parle par exemple de cet imam qu'il a connu dans les Bouches-du-Rhône qui faisait ce qu'on appelle des fatwas, en fait des avis juridiques, et il explique comment des citoyens français, parce qu'au demeurant ils sont français, ils ont leur papier, ils sont de religion musulmane, mais ils sont français, comment toute leur vie est gérée, embrigadée depuis la naissance jusqu'à la mort, toute leur structure sociale est embrigadée par l'islam. Cet imam marseillais dont il parlait, par exemple, fait des fatwas juridiques pour dire à tel homme, tu dois te séparer de ta femme, tu dois divorcer parce que c'est une infidèle ou c'est une mécréante. En fait, il explique vraiment tout ce qu'il a pu croiser et fréquenter, mais ce que j'aime, c'est la fin de cet épisode, où il regarde les montagnes et il dit malheureusement, il faut monter très haut et c'est les derniers refuges pour les Français, plus haut que ces métropoles en bas ou avec cette nouvelle urbanisation, cette nouvelle architecture, ces paysages qui changent et ces nouvelles mœurs, bien, ce n'est plus la France. Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est une habitante d'Annemasse qui a vécu en Égypte. Comment ça s'est passé et comment tu l'as rencontrée? Elle, en fait, elle a une expérience assez traumatisante où elle a passé quelques mois en Égypte où, parce qu'elle avait les épaules découvertes et un décolleté qui n'était pas ostentatoire mais qui était un décolleté et qu'elle se baladait avec son compagnon en Égypte, eh bien, la police des mœurs islamistes a sévi et lui a dit « Madame, rhabillez-vous et vous n'avez pas à embrasser votre compagnon dans la rue ». Ça, c'est ce qu'elle a vécu en Égypte. L'ennui, c'est qu'elle le vit à Annemasse.
et qu'elle voit des femmes qui, en plein été, sont voilées, intégralement couvertes de la tête aux pieds, et qu'elle voit s'implanter tout simplement des choses qu'elle voyait là-bas, qu'elle n'imaginait pas vivre en France, et qu'elle voit se développer petit à petit. Et Annemasse, ce qui est frappant, c'est que c'est la ville où, le soir où on est arrivé, c'était certes le ramadan, mais sur une centaine de personnes croisées dans la rue, je pense que j'étais le seul habillé en tenue, on va dire, européenne. Le reste était en camie, en djellaba ou en voile intégral, un soir dans les rues au centre-ville. Oui, c'est hallucinant. C'est-à-dire que on est habitué à se dire c'est la Seine-Saint-Denis, c'est certains quartiers, mais là, il y a le choc, c'est-à-dire de voir les montagnes, etc., le style. Et d'un coup, moi, ça m'a fait penser à la Bosnie. On était au mois de décembre pour reportage immigration avec Julien en Bosnie, où la Bosnie, ce sont des paysages européens. Il y avait même un marché de Noël, mais à la place d'église, ce sont des mosquées avec des minarets. Et c'est pour ça que je conclus ce premier épisode en disant, et je le démarre et je le conclus de la même façon, c'est qu'en fait, ces terres étaient celles des maquis savoyards qui se battaient contre une forme d'occupation, celle de l'Allemagne nazie dans les années 40. Depuis ces maquis savoyards, on résistait, je cite des noms de commandants, de lieutenants qui affrontaient ces occupants. Et je dis, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on n'est pas face à une nouvelle occupation et comment y résister? Et je conclus en disant, ces maquis savoyards qui étaient couverts d'un blanc béni en fait par ces églises un petit peu partout et cette neige dans les Alpes, mais aujourd'hui pourrait être couverte par le vert de l'islam. Mais encore une fois, avec cette touche d'espoir de ce musulman qu'on a pu faire témoigner, qui nous dit il n'y aura pas encore demain des mosquées qui vont germer un peu partout dans les montagnes si on se bat et si on s'oppose. Le problème, c'est qu'on n'en a pas pris conscience. 280 mosquées en 1981 et 2800 aujourd'hui en 2025. Ton deuxième épisode, il fait le lien avec le premier puisque tu changes de territoire. Ouais. Là, en Bourgogne, tu as beaucoup bougé ces dernières semaines, on te voyait très peu à la rédaction. Là, tu t'intéresses à l'aspect plus religieux et encore aux plus frérisses. religieux. C'était ça. Alors, première question, tu l'as fait parce que tu as lu le rapport? Alors, l'avantage, c'est qu'on est à l'avant-garde avec Frontières. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un institut qui est en plein cœur de la Nièvre de Château-Chinon qui s'appelle l'IESH, Institut européen des sciences humaines. On voit la pancarte derrière nous avec l'inscription en arabe. Et d'ailleurs, cette inscription en arabe, elle dit mieux que ça. Elle dit Institut européen des sciences islamistes quand on le traduit en langue arabe. Et cet institut, il est visé, il est cité dans ce rapport sur les frères musulmans, sauf que nous, on y allait avant. Et d'ailleurs, de manière générale, tout ce qu'il y a dans le rapport, nous, ça fait 10 ans qu'on le dit. Chez Frontières, on n'a pas attendu. On a visité. On est allé à Molenbeek, on est allé en Seine-Saint-Denis. On a fait tous ces territoires qui aujourd'hui sont cités, sont ciblés dans le rapport sur les frères musulmans, qui cite notamment le 93, le Nord, où on est souvent allé, avec Roubaix. On le verra dans le documentaire sur la France Insoumise, dont on va dire un mot. Et puis, il y a donc ce frérisme au cœur du Morvan. Le Morvan, c'est un territoire où moi j'ai grandi. En plus, c'est ma Saône-et-Loire, c'est la Nièvre, mais il y a un morceau en Saône-et-Loire, c'est ma Bourgogne natale, où j'ai grandi, où il y a à chaque fois que je retourne chez mes parents, je vois des camis, je vois des voiles intégrales en face de chez mes parents. J'aurais jamais imaginé ça dans les années 90 et je n'aurais jamais imaginé qu'en 92, sous la houlette, et il faut le dire, des socialistes de François Mitterrand, sous leur bénédiction, qu'un institut coranique serait niché comme ça en plein cœur de la Bourgogne. Cet institut, c'est un institut qui, sous couvert d'un aspect républicain, va apprendre la langue arabe et le Coran, en réalité est un institut frériste. Ça avait été documenté par Florence Bergeau-Bachelor. Nous, on y allait, on a vu qu'est-ce qu'il y a dans le frérisme. Il y a cette division entre les hommes et les femmes. Il y a la taqiya, cet art de la dissimulation. On le voit dans les propos. J'ai pu échanger avec le doyen de l'institut qui a des éléments de langage, qui dans la gestuelle, qui dans la façon de nier, de ne pas faire de lien, par exemple, entre la mort de Samuel Paty et l'islamisme, de donner des messages, un petit peu des gages. Il ne fait pas de lien à un moment. Un cadre de l'Institut face caméra nous dit « Je ne vois pas le rapport entre l'islamisme et la mort de Samuel Paty ». Le doyen de l'IESH est là à côté, il ne réagit pas. Il ne recadre pas on ne sait pas si c'était un étudiant ou un cadre de l'Institut. On va mettre l'extrait tellement mais qui ne réagit pas. C'est la justice qui décidera à cause de quoi Samuel Paty a perdu la vie. Pas de lien avec l'islamisme selon vous? Non, pas du tout. Pas de lien avec l'islamisme dans la mort de Samuel Paty. Et de M. Bertrand, et de monsieur Guillaume Bertrand, non plus. Vous ne pensez pas. On va pas vous embêter plus longtemps, monsieur, mais quand vous avez un membre ici de l'institut, de votre institut, qui nous dit les yeux dans les yeux en ricanant qu'il n'y a pas de lien entre l'islamisme et la mort de Samuel Paty, vous ne condamnez pas? Je porte pas. Monsieur. C'est ce que vous avez dit, monsieur, c'est filmé, c'est enregistré. Monsieur, je vous réponds pas. Monsieur qui est là à côté de vous me dit il n'y a pas de lien, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre l'islamisme et Samuel Paty. Vous n'intervenez pas? Parce qu'on ne reconnaît pas, en fait, la violence dans l'islam n'existe pas. Et donc on voit dans cet extrait qu'il n'y a pas de réaction, mais surtout qu'il y a encore une tentative de dire on va porter plainte contre vous, on va vous assécher juridiquement.
En fait, c'est ce qui est décrit dans ce rapport sur les frères musulmans, c'est ce qu'on appelle le djihad judiciaire. C'est-à-dire que des organes fréristes vont harceler juridiquement. Ça passe par Pascal Le Petit, cet intervenant qu'on a dans notre épisode 2, qui a été visé 2 fois juridiquement par cet institut parce qu'il dénonce, tout simplement. Donc, il y avait une perquisition en décembre pour des liens soupçonnés aussi de financement étranger via le Qatar. Donc, en fait, c'est toute cette nébuleuse qui est là, en plein cœur de la Bourgogne, et ça fait le cœur de l'épisode 2. Et l'IESH, comment ça fonctionne? Quel est l'objectif? Quels sont le nombre de personnes qui y vont, etc. Alors, l'IESH, il a été créé en 1992. Il faut savoir que le premier à avoir remis une décoration aux élèves de la première promotion, c'est Youssef Al-Qaradawi, qui est un prédicateur islamiste qui appelait à tuer les juifs et les homosexuels. Voilà, ça commence comme ça, l'IESH, en 92. Depuis, c'est une trentaine de promotions d'élèves. Ils sont très peu par classe, c'est une vingtaine d'élèves. Les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. D'ailleurs, quand on arrive dans le cœur de cet institut, sur un chemin qui est communal, qui est public, mais eux estiment privé, en disant « ici, on est chez nous ». D'ailleurs, ils nous disent aussi « ça fait 30 ans qu'on est là », donc évidemment que l'islam s'implante en Bourgogne. Et on le voit sur la pancarte de cet épisode où c'est marqué dortoir. En fait, il y a le dortoir frère et le dortoir sœur. Tout ça est bien codifié, tout ça est bien séparé. Ils ont une présence numérique très importante, ils ont un site très moderne, les réseaux sociaux. Et donc, quand on se balade un petit peu sur tout ça, quand on regarde qu'est-ce qui est enseigné, c'est en majorité la langue arabe et le Coran, mais surtout la théologie. Et dans ces cours de théologie, quand on va creuser un petit peu, et Florence Bergeau-Blackler, encore une fois, avait très bien documenté tout ça, il y a des enseignements où on apprend des hadiths du Coran qui appellent à détester les mécréants, à ne pas faire nation avec eux. Et c'est là où ça fait l'écho avec l'épisode 1. Le musulman qui nous montre les livres coraniques nous dit tout ça. Lui, il connaît l'IESH, il nous disait c'est enseigné à l'IESH. On dit qu'il faut lapider les femmes mécréantes. Et c'est ce que nous disait justement cette habitante d'Annemasse qui nous dit quand vous allez voir arriver à Annemasse la police des mœurs que j'ai vu en Égypte ou ce qui est revendiqué dans l'Institut européen des sciences humaines, et que des femmes vont être lapidées dans 50 ans en France parce qu'elles n'auront pas été suffisamment couvertes, là on prendra peut-être suffisamment conscience de l'ampleur de l'entrisme islamiste qui est, tant mieux enfin aujourd'hui, décrit dans le rapport sur les frères musulmans. Donc c'est un épisode assez marquant du coup de se dire quand même qu'on a un tel institut aujourd'hui en France, quoi. Oui, et alors cet institut, ça me permet de préciser qu'à chaque fois, je vais apporter une petite note d'espoir. Parce que d'ailleurs, nos lecteurs, nos spectateurs, tous les fidèles et les abonnés et les soutiens de Frontières nous l'avaient demandé. Ils nous avaient dit, attention, avec ce nouveau projet Frontières Plus, de ne pas nous faire déprimer encore davantage ou de nous laisser à penser qu'il n'y aurait pas une once d'espoir. L'espoir, nous, si on est là, si on fait ce métier, c'est parce que on sait qu'il y a peut-être une lueur au bout du chemin. Et cette lueur, elle est incarnée par le père Xavier Blin, par exemple, qui est le prêtre, le curé de la paroisse de Digoin, qui nous dit, vous savez, cet islamisme, ce frérisme, il arrive aussi parce que notre France s'est déculturée et s'est déchristianisée. On peut se dire, il y a plusieurs options, mais enfin, certains privilégient l'option de rechristianiser ce pays pour lutter contre cet entrisme. Et lui, donc ce père qui en fait partie de ce combat religieux, dit, l'Église française, elle a toujours été là, elle a survécu aux guerres mondiales, elle a survécu à plein de choses, elle sera toujours là demain. Mais on voit qu'elle est attaquée. Au départ de cet épisode, je montre comment dans une commune, la CAF, organe public, fait du chantage à la subvention, mais surtout à la laïcité, en disant à une commune, si vous ne retirez pas cette statue de Saint-Louis et cette croix chrétienne sur cette école privée qui va devenir un théâtre public, qui va accueillir du public, nous ne vous donnons pas cette subvention de 400 000 €. Pensez bien qu'une mère socialiste, même si elle est socialiste, honnêtement, il faut être honnête, elle voulait garder cette statue. Elle me dit, j'ai un village de 5000 âmes, je ne peux pas refuser une subvention Même de la mère 400 socialiste 000 €. qui voulait le garder, c'est-à-dire que la Elle n'a CAF pas est pu s'y pire que opposer. les socialistes. La CAF a imposé son chantage à la laïcité. Donc en fait, on voit dans cet épisode, comme dans le premier, comment un pays qui en fait laisse des terres fertiles, laisse venir s'implanter une nouvelle Tu civilisation. as contacté des gens à ce sujet pour la CAF, l'histoire, essayer de On remonter avait la pu, pelote? moi ça fait 2-3 ans que je travaille sur ce sujet, on avait une association qui s'était opposée, qui s'appelle Touche pas à ma statue, qui avait écrit, relancé plusieurs fois la CAF, on a fait des courriers, moi j'avais tenté de les contacter, je n'ai jamais eu une seule réponse de la CAF de Saône-et-Loire, et lorsqu'ils ont fait un seul mot dans la presse locale, c'était pour expliquer que c'était une polémique qui n'avait pas lieu et qu'on respectait simplement la charte de la laïcité de la CAF que tout le monde signait. Ils l'ont fait dans d'autres endroits ou pour l'instant c'est un des premiers cas que tu as J'ai pas décelé? d'autres exemples comme ça, mais on sait que la CAF est très rigoureuse sur la question de la laïcité, oui. Oui, j'imagine que ceux qui ont ce genre de problème ne veulent pas forcément le médiatiser pour ne pas se faire couper les subventions. C'est toujours l'éternel chantage. Il y a un style d'ailleurs dans ta façon de faire les épisodes. Qu'est-ce que tu veux, parce qu'il y a des belles images, il y a un beau récit, etc. Dans quel univers tu veux plonger les téléspectateurs?
dans l'univers de Frontières Plus. En fait, c'est vraiment le gage de qualité qu'on s'était imaginé quand on avait évoqué, la première fois que tu m'avais évoqué ce projet aussi de Frontières Plus. Je me suis dit, on va enfin pouvoir faire du cinéma avec Frontières. Moi, j'ai été bercé j'aime beaucoup l'art des séries, des cinémas, tout ça, l'art audiovisuel. Et je m'inspire beaucoup de documentaires que je peux regarder. J'ai des grandes sources d'inspiration. Et à la différence de la gauche, c'est que nous, on s'inspire de tout le monde et on regarde ce que font les autres. Moi, je vois beaucoup ce que font Arte, ce que font France 2, tout ça. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à mêler dans cet univers Frontières Plus, ce qui à la fois répond aux attentes de nos lecteurs et ce qui en même temps correspond à ce qu'on a envie de montrer comme idée et notre ligne éditoriale et en même temps le combat qu'on mène avec nos valeurs, c'est de dire, certes, il y a ce pays, il y a cette France d'après, mais il y a encore un pays qui résiste, qui est là. Et il y a de magnifiques images. Moi, je veux vraiment plonger dans le style d'une série où on se dit, chaque épisode a son récit, son histoire, mais se suit. D'ailleurs, on aura un final qui viendra répondre au départ à la question qui est posée dès l'épisode 1, de dire va-t-on résister face à cette France d'après? Et ben, je vais aller voir, j'en dis pas trop, mais l'épisode final, je vais aller voir une terre en France qui résiste, en fait, déjà. Qui peut-être peut montrer l'exemple au reste de la métropole. Ça peut donner une idée quand je dis ça comme ça, mais j'en dirai pas plus. Et c'est vraiment de tracer un fil et de se dire à la fin, bah, Jordan, il nous a fait voyager. Toujours être sa patte personnelle aussi, parce que moi je suis très attaché à la géographie, au terroir, à tout ce. Enfin, j'ai pas attendu d'être chez Frontières. Déjà, quand j'étais ado, j'ai visité 95 départements sur 96 en France. J'ai eu cette chance. On avait parlé la première fois de l'univers journalistique, c'était à Budapest, tu faisais tout le tour aussi Exactement. de Et l'Europe j'avais de fait l'Est, l'Europe. et tu avais fait un arrêt Et, quand j'étais à Budapest. Donc oui. exactement. Et en fait, j'avais d'ailleurs pour projet un jour de peut-être raconter cette France qu'on pourrait appeler la France en commun, celle des transports en commun, où on voit, ça pourrait être aussi un autre format sur Frontières Plus, de parler de cette France des petits TER, des petites lignes, des petits bus. J'ai rencontré là, par exemple, on va en parler de l'épisode en Corrèze, un chauffeur d'un car d'une ligne entre Limoges et Tulle, c'est-à-dire vraiment au fin fond de la France profonde, où on n'imagine pas toutes ces problématiques, qui me racontait que le samedi, sur une ligne où en fait il y a 110 passagers dans son car, eh bien, il n'était que 2 blancs. C'est ses termes. Il dit, je suis le seul blanc et une dame âgée qui montait, qui ne veut plus monter parce que le reste de la population est étrangère. Et on a, par exemple, des passagers du car qui cuisinent, qui emmènent de quoi cuisiner dans le car, qui renverse de la nourriture et qui arrache les rideaux pour nettoyer. Et lui n'est pas payé dans ses heures supplémentaires pour nettoyer son car. Et en fait, j'ai traversé toute cette France qui, vraiment, dans des petits îlots comme ça, eh bien, son quotidien qui est complètement pourri par une autre population, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les lieux de vie commune, où en fait, il ne sort plus. Et en fait, cette France qui avant était où les gens aimaient leurs voisins, se respectaient, se côtoyaient, se saluaient, en fait, aujourd'hui, s'anonymise. Et il y a une image qui m'a frappé, pas plus tard qu'hier, en Corrèze, où ça m'a mis vraiment, mais ça a été le rayon de soleil de notre journée, parce que le matin, on visitait un CADA avec des Parce que migrants. là, tu rentres de Corrèze, c'est pour ça Je vais en parler, mais c'est vrai que le matin, on visitait un CADA, et juste ensuite, un cadassin. centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et juste ensuite, on traverse une route, et là, je vois un petit gamin qui voit un tracteur passer avec un paysan. Il court dans le jardin pour venir au bord de son jardin et saluer le paysan. Et je me suis dit, en fait, c'est des images qu'on ne voit plus. Parce qu'il y a cette déflagration de violence, il y a cette déflagration de sentiments, de ressentiments les uns contre les autres, de crainte aussi de l'autre, même entre nous Français, dû à tout ce qu'on subit avec l'immigration, le grand remplacement et la nouvelle culture qui s'implante. Et en fait, les gens s'anonymisent et c'est triste. Et Tu sais que effectivement, certains vont dire, comme des journalistes, ou pourquoi pas les journalistes de Libération, j'ai vu que tu t'étais fait déjà tacler, que c'est dans ta tête tout ça, ouais, que tout ça c'est un fantasme. je suis pas sûr que c'est dans ma tête le centre d'accueil de demandeurs d'asile, justement, que j'ai visité en Corrèze, où en fait, on a une préfecture qui a imposé l'arrivée avec la vente d'un terrain d'un propriétaire qui a vendu 100 000 € ce terrain à une association d'extrême gauche, Ville-Thaïs, sur laquelle on avait déjà beaucoup, on a fait pas mal de littérature et de frontières là-dessus, on a beaucoup écrit et travaillé sur cette association qui est comme d'autres, SOS Méditerranée, toutes ces associations ultra financées, 1 milliard d'euros, je rappelle, de subventions d'aide publique à ces associations d'extrême gauche qui disséminent les migrants partout en France. C'était le souhait d'Emmanuel Macron pendant les JO. Et ben moi, je suis allé dans une ville où ils sont arrivés, ces migrants. Ça s'appelle Besnach, c'est en Corrèze. Et on a une préfecture qui a imposé le rachat, qui a demandé au propriétaire, en lui proposant 100 000 € avec l'association, de racheter son terrain pour y mettre les migrants. C'est un hôtel-restaurant où il y a des chalets individuels où sont logés les migrants. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal au cœur parce que je pense à des Français que j'ai pu rencontrer, je pense à la famille d'agriculteurs que j'ai vu ensuite, dont j'ai vu les conditions de vie, où je me suis dit, mais
Pauvres gens qui, eux, ne pourront jamais vivre. Eux, ils sont logés gratuitement, ces migrants, dans ces chalets individuels. Alors, les pauvres, il y avait une piscine dans l'hôtel et restaurant. Elle a été fermée, condamnée par l'association qui a estimé que ça pourrait leur rappeler le traumatisme des noyades en mer. Donc, on en est dans ce degré-là de. Enfin, je veux dire, tout est lunaire. Et en face de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, il y a un paysan que j'ai pu rencontrer. Ce paysan, moi, il m'a rappelé, malheureusement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux mots de François Hollande à l'époque, qui méprisait cette France des sans-dents, cette France de ceux qui n'ont rien, celle d'Emmanuel Macron qui parle de la France d'en bas. Ben, moi, j'ai rencontré Roland, cet agriculteur. Oui, il a un accent. Oui, il n'a pas une dentition parfaite. Oui, il a des mains qui font la taille de ma tête. Oui, il laboure le terrain à main nue. Oui, son gendre, il n'a pas fait d'études, mais il l'a formé à faire son terrain, son agriculture. Et surtout, il a bâti de ses propres mains une petite maisonnette qui était à côté du CADA. Et ben, il ne va pas pouvoir y passer sa retraite tranquillement parce qu'on lui a imposé des migrants qui viennent avec des gamins qui sèment la zizanie partout dans la rue. Il y a des nuisances sonores, il y a des détritus partout, il y a des hommes la nuit qui sortent du CADA et qui se baladent dans la rue. C'est extrêmement anxiogène en fait pour les habitants. On a cette dame qui avait une ferme juste à côté du CADA qui a vu sa maison dévaluée. En fait, elles sont là, les conséquences de l'immigration. On dit toujours, vous en faites trop sur la sécurité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le changement urbain. Il y a ces Français qui se sont battus toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter du patrimoine immobilier et qui voient leur maison dévaluée parce que le centre d'accueil de demandeurs d'asile vient s'installer à côté et que tous ceux qui veulent installer dans nos campagnes ces migrants, ils n'achèteront pas de maison à côté. Ils n'achèteront pas. Et donc, elle va jamais pouvoir vendre sa maison. Et en fait, c'est le fruit d'une vie où on a, par exemple, sa petite fille de 5 ans, dont les parents ne veulent plus qu'elle vienne voir sa grand-mère parce que la petite fille de 5 ans risque de se retrouver avec les enfants qui sont en totale liberté, sans surveillance d'adultes, des migrants à côté. On est rentré dans le CADA pour le visiter. Il y avait une enfant d'un couple de migrants qui était là, toute seule, sans adulte à côté, aucune surveillance. Il y avait une réunion qui se tenait de l'association Vitaïs. On a toqué à la porte, on a essayé d'échanger avec eux. Ils nous ont sortis en 30 secondes en nous disant qu'ils n'avaient rien à nous dire et qu'il fallait faire un mail à l'association pour obtenir des informations. C'est toujours comme ça. Souviens-toi, quand j'étais allé à Calais, au secours catholique, qu'on pourrait à certains égards appeler le secours islamique quand on voit les prières qui sont organisées devant et l'aide aux migrants, c'était circulé, il n'y a rien à voir. Voilà, donc j'espère qu'avec ce rapport sur les frères musulmans et peut-être à venir d'autres rapports sur ces associations d'extrême gauche qui financent la submersion migratoire, selon les mots de François Bayrou, eh bien qu'on pourra aussi enfin officiellement mettre des mots sur ce pourquoi on nous insulte, on nous critique et on nous moque, même parfois depuis 10 ans, tu l'as dit, sur Frontières en disant mais ce que vous dites c'est exagéré, bien qu'ils viennent avec moi en Corrèze. Oui, je te sens révolté sur... L'histoire de ce paysan, elle est révoltante. Elle est révoltante. Il s'est battu toute sa vie pour construire une maison et il ne pourra pas y vivre, il ne pourra pas passer sa retraite tranquille parce qu'une préfecture a imposé des migrants devant chez lui. Pire que ça, encore plus révoltant, c'est un maire LR qui, au départ, était un petit peu sceptique sur l'arrivée du camp et qui essayait de tout à fait adapter ensuite et qui s'est étonné de voir que nous, journalistes, on retourne sur les lieux de l'événement, de la polémique, et il nous dit, vous savez, vous avez 2 ans de retard, il s'est installé depuis 2 ans, il ne se passe pas de problème. Oui, sauf qu'en fait, le migrant qui traverse le champ pour aller caresser les vaches de l'agriculteur, s'il lui arrive un problème, c'est l'agriculteur qui sera condamné parce qu'il n'aura pas sécurisé son champ. Et aujourd'hui, on lui envoie une lettre recommandée par la mairie parce qu'il a des panneaux non CADA dans son champ. Cet agriculteur n'a jamais reçu le moindre courrier recommandé de la mairie. Il en reçoit un à l'aube de ses 70 ans parce qu'il met une pancarte pour s'opposer à ce CADA et dénoncer la trahison des élus locaux. Donc c'est la mairie de quel village ? Besnac. Besnac, c'est important pour ceux qui sont de Besnac de l'avoir en tête. Il y a un 3e épisode qui sort dimanche, là. Donc comme chaque dimanche. Cette fois-ci, tu es allé dans un autre univers, un autre enfer, celui de Nantes. Oui, on peut parler d'un autre univers. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, Nantes est décriée comme une ville française où on ne peut plus vivre comme on vivait à la française tranquillement à l'époque et surtout on ne peut plus sortir sans la moindre agression physique, verbale. Enfin, c'est devenu véritablement D'ailleurs, un enfer de je civilisation. note que tu souhaitais que l'épisode sur Nantes ne soit pas dans les tout premiers, ni le premier ni le deuxième, parce que le but, c'était aussi de montrer que ce n'est pas que les grandes villes, c'est d'abord les campagnes. On ne pouvait pas passer à côté du cas de Nantes. Bien sûr. Alors, le cas de Nantes, il est assez emblématique et c'est un épisode qui va se concentrer davantage sur la question électorale, sur la question des collectivités et des élus compromis qui œuvrent à ce déclassement et à cette décivilisation et à cette France d'après. Il y a cette maire, PS, Johanna Rolland. Il faut quand même se rendre compte que cette maire PS, Johanna Rolland, se fait accuser et taxer en racisme
parce qu'elle veut armer sa police municipale et développer la vidéosurveillance dans sa commune. Ça, c'est raciste selon la France insoumise. Donc il y a un vrai enjeu à Nantes, qui, comme à Lille ou Paris, Roubaix, je pense à toutes ces villes visées par la France insoumise, on verra s'il y aura une division entre les voix de la gauche, entre guillemets, encore à certains égards républicaine du Parti socialiste, et la France insoumise, qui va grignoter complètement cette gauche PS en disant, eux, on les met dans le champ de l'extrême droite, comme les autres. Johanna Rolland à Nantes, elle veut armer sa police municipale, extrême droite, hop, et LFI pourrait très bien gagner une ville comme Nantes au motif de décaler tout le monde vers la droite. Il y a cet élu de droite, Foulques Chambard-Delot, qu'on a rencontré à Nantes. Lui, c'est intéressant, puisqu'on ne fait pas que la droite du camp national, on fait aussi des élus de centre. Lui, il est plutôt centre-droit. Il est attaché à une droite républicaine écologiste, d'ailleurs, donc il est assez original. Et il sera certainement le leader, il espère en tout cas être le leader de toute la droite à Nantes en 2026. Et on a pu échanger longuement avec lui. Alors, il nous raconte comment cette ville a sombré, est partie à la dérive. Et il nous raconte comment il espère électoralement reprendre cette commune. Et en fait, il décrit toutes les conséquences de se faire appeler ville accueillante. Parce que derrière, il y a des aboutissements juridiques et il y a des décisions prises en conseil municipal, comme celle, par exemple, d'ériger dans la commune, en tant que ville accueillante, un endroit où il y a un domaine en préfabriqué, une espèce de logement pour 100 résidents. Et dans le panneau qui est face à cette résidence, ce foyer, on apprend que c'est un foyer qui a été construit pour accueillir sur 100 chambres des actifs, des jeunes actifs ou des réfugiés. Et bien, comme d'habitude, sur les 100, il n'y a que des réfugiés et des demandeurs d'asile. On n'a pas rencontré le moindre actif, qui pourrait être un simple Nantais qui n'a pas de logement et pour démarrer sa carrière, aurait besoin d'une chambre. Une chambre, c'est 400 € financée par le contribuable. Donc tout ça, c'est documenté, c'est chiffré, on en parlera dans l'épisode. Les Nantais, pour la moitié, ne sont pas au courant. Beaucoup des habitants que j'ai pu rencontrer ne savaient pas du tout qu'il y avait ce projet qui avait été construit. C'était intégralement financé par le département, par la ville, par nos impôts. Donc 400 € par chambre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu échanger avec un Afghan. Et là où je suis heureux, moi, de faire aussi cette série, c'est que on me connaît, mine de rien, aussi cette humanité et ce sens de l'empathie, de pouvoir discuter avec tout le monde et d'essayer de comprendre les parcours. Comme tu l'as fait avec Abdoulaye et avec les migrants que tu as pu rencontrer dans ton documentaire sur les routes migratoires, ben, moi, en fait, j'ai voulu discuter avec ce migrant afghan qui nous raconte. Il est d'ailleurs très sympathique, il est très gentil. Lui, au final, il profite d'une situation où, en fait, on l'a fait venir. C'est ça la réalité. C'est qu'on a ouvert ses chambres, on s'est dit c'est financé par le contribuable, allez hop, on va y mettre des migrants, comme ça on a le label ville accueillante. Et lui, bon, bah, il en bénéficie, mais j'ai croisé aussi des gens à l'intérieur qui ne parlaient pas du tout français. Et c'est là la différence avec la Corrèze, c'est qu'on se dit à Nantes, on accueille des migrants, bon, il y a des structures, tout ça, moi je n'y crois pas, mais Nantes se défend de vouloir les intégrer, de leur apprendre à s'assimiler, on va leur apprendre le français, etc. Machin. Mais en Corrèze, il n'y a même pas de poste. Enfin, je veux dire, il y a pas, le seul service public, c'est la mairie. On ne comprend même pas pourquoi à Besnac, on a fait venir ce centre d'accueil ici. À Nantes, on peut se dire il y a des infrastructures. Voilà, mais ce n'est pas le cas à Besnac. Et donc, ville accueillante, très bien. D'autres immigrations explosives. Et donc, insécurité. Et là, on est allé rencontrer un commerçant qui vend des couteaux. Au centre-ville de Nantes, il y a une boutique qui commercialise des couteaux. Et c'est tout simplement c'est le gendarme, en fait, c'est la maréchaussée de la rue, parce qu'il est obligé lui-même de faire la sécurité dans sa rue. Il a déjà eu affaire à des jeunes qui venaient de manière un peu suspicieuse se renseigner sur les couteaux, le prix, voilà, comment utiliser telle ou telle arme. Lui, il est dans sa légalité, il a le droit de vendre les produits qu'il commercialise, mais il y a des incivilités en permanence dans sa rue. Il est à côté du centre-ville, donc tout le temps il sort, il fait la loi dans sa rue, et lui, il se rebiffe. Il ne veut pas fermer son commerce, il ne veut pas se soumettre à cette France d'après. Mais Nantes, c'est extrêmement divisé entre des habitants qui sont complètement lassés par la situation. On sait que Nantes est souvent citée dans les villes françaises où il y a des attaques au couteau, mais quasiment quotidiennes, des agressions, des viols de jeunes femmes, notamment par des migrants. Il y a des maisons qui sont cambriolées dans des rues extrêmement bourgeoises, extrêmement aisées. Donc Nantes, ce qui sera extrêmement intéressant, on en reparlera dans un an pour les municipales, c'est vraiment de suivre comment des villes qui ont été érigées comme des villes accueillantes
eh bien, vont à la fois vont vivre deux phénomènes. Celui d'une gauche qui va se faire pousser sur le champ de l'extrême droite par sa propre gauche à LFI, qui va vouloir se radicaliser et dire que le reste est d'extrême droite. Et en face, y aura-t-il une union des droites, une droite qui va s'unir derrière ce candidat qui est déjà au conseil municipal, Fouque Chambard-Delot, et qui potentiellement pourrait remporter la ville si les voix se divisent entre le PS et LFI? On verra tous ces phénomènes-là. Et de manière générale, pour les municipales, ce qui est intéressant, c'est qu'on imagine bien dans les épisodes, on ne peut pas garder l'intégralité des séquences de toutes les rencontres qu'on fait. On diffusera sur notre plateforme l'intégralité de nos échanges avec, dans chaque ville, tous les candidats qu'on a pu rencontrer. Ce sera très intéressant d'avoir ces formats longs. Mais en tout cas, c'est passionnant. J'invite vraiment ceux qui nous regardent à aller visionner donc ce 3e épisode sur Nantes. Le 4e donc, sera les CADA et le 5e donc, sera une surprise 5e, avec une note d'espoir, de résistance qui, je pense, va plaire à beaucoup, beaucoup de monde. Très rapidement, tu travailles aussi sur 2 autres projets. Il y a un documentaire donc, sur la France insoumise et il y a bientôt le pèlerinage de Chartres. Alors, le pèlerinage de Chartres, c'est pour le grand week-end là, du 7, 8, 9 juin. Je vais le travailler en binôme avec Baudouin Wisselman. D'ailleurs, ce sera une belle découverte pour lui parce qu'il va avoir l'occasion de faire son premier pèlerinage de Ah Chartres. bon, c'est la première fois qu'il C'est le la fait? première fois qu'il le fait. C'est amusant parce que il est plus impliqué dans la foi que moi et dans l'église. Oui, pour moi, il n'a pas eu l'occasion de le faire et c'est amusant bien. puisque du coup je vais lui apprendre puisque c'est un néo-pèlerin. Moi j'ai fait 2 fois le pèlerinage de Chartres. La première fois c'était vraiment une expérience sensationnelle et je pense notamment et tous ceux qui font le pèlerinage de Il Chartres. faut lui dire de le raconter aussi, ce côté néo-pèlerin, parce qu'on Bien disait qu'on sûr. cherchait des néo-pèlerins. Bien en fait, sûr, c'est on va lui. aller chercher et lui en est un. Et il y a ce lundi matin où on arrive de loin face à la cathédrale de Chartres. Enfin, alléluia, on la voit de loin, on voit ses clochers. Enfin, c'est juste magnifique. On se dit, au bout du tunnel, la lumière, après ces 100 km marcher à pied. Moi, la première fois, il y a eu un orage terrible. On sait tous. Enfin, il y a des expériences comme ça où en fait, je voyais tous ces pèlerins qui étaient 5000, qui l'année dernière étaient 8000, qui là vont être 12 000. C'est extraordinaire. En fait, c'est l'espoir qui illustre ma série La France d'après, qu'il y a quand même une France qui résiste et qui se réveille, qu'elle soit athée, qu'elle soit chrétienne ou pas, mais en tout cas, il y a une identité qui est prononcée, qui est très forte. On a vu la symbolique pendant l'élection du nouveau pape, tout ça, il y a un regain quand même civilisationnel. Il se vit au pèlerinage de Chartres et il y a de plus en plus de néo-convertis, de néo-pèlerins. C'est eux qu'on va aller rencontrer. Baudouin va aussi aller à la rencontre de familles dans leurs préparatifs, dans leur préparation. Je pense qu'on évoquera également les craintes qu'ils peuvent avoir quand même, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Donc c'est tout ça, et puis toute la logistique, enfin vraiment le côté marcher avec eux. On fera un format certainement un petit peu vlog, comme on dit, où vraiment on fera vivre ce que c'est, parce que je peux vous garantir que pourtant je fais un peu de sport, j'aime beaucoup la intense, marche et la hein, randonnée. ouais. Le pèlerinage de Chartres, c'est quelque chose. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'il y a des Américains qui viennent, il y a des étrangers qui viennent d'un peu partout. Il y avait j'ai plus son nom, mais un influenceur américain très connu qui était venu au Pélé de Chartres il y a 1 an. Et puis surtout, moi j'ai hâte de voir Baudouin à 5h du matin se faire réveiller par les haut-parleurs. Ah ouais. Il est 5h, il faut sortir de vos tentes. Sortez, je vois encore des gens dans les tentes. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, il y a ce docu en préparation. Et puis, il y en a un autre qui est capital, qui va venir faire un petit peu l'apogée du lancement de Frontières Plus, puisqu'on est encore quand même dans la phase de lancement. C'est le documentaire sur la France insoumise, qui est un peu l'aboutissement, j'ai envie de dire, de cette grande année chez Frontières, puisque moi, j'ai rejoint les équipes en septembre et on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la France insoumise. Je pense à l'acmé de ce travail, c'est Villeneuve-Saint-Georges, avec cette recherche, ces études, toute cette enquête qu'on a fait sur Louis Boyard, en exhumant le profil de Mohamed Ben Yatlef, 7e de liste de Louis Boyard associé au Hamas. Je pense à toutes les manifestations qu'on a faites, où j'ai pu me rendre, où Sébastien Delodu nous a chassés. Je pense à cette vindicte qu'on a eue à l'Assemblée nationale, l'épisode du 9 avril, qui est quand même assez extraordinaire lorsqu'on sort notre magazine. Capital, lui aussi, ce magazine qui enquête, qui décrypte en intégralité, dans une enquête approfondie, ce qu'est la France insoumise, avec vraiment des chiffres, des analyses de tout l'écosystème numérique de la France insoumise, où eh bien, des journalistes sont pour la première fois de l'histoire de la Ve République insultés, hués, chassés, violentés au cœur de la Maison du Peuple, au cœur de l'Assemblée nationale. Donc on a toute cette matière de tout ce qu'on a traversé depuis septembre. Je pense qu'on est peut-être les journalistes, évidemment avec ceux qui ont écrit sur la meute, mais avec nous, un atout en plus, c'est qu'on est allé se confronter à cette France insoumise. On est sans doute les mieux placés pour décrire de l'intérieur ce qu'est la France insoumise et de ce qu'on a pu voir et de ce que c'est de se confronter à la France insoumise. Et il y a un sentiment qui se dégage, c'est celui d'une radicalisation de la France insoumise, et c'est celui qu'on va développer dans ce documentaire en rappelant brièvement ce qu'est la France insoumise.
parce qu'il y a ce moment de bascule, d'où elle part historiquement. Oui, c'est un format documentaire qui va permettre à tous ceux qui nous écoutent, qui voient de temps en temps des reportages, des choses sur CNews ou les réseaux sociaux, de leur faire comprendre sur un 60 minutes avec des experts, avec des immersions. Tu es allé aussi au 1er mai, tu n'as pas sorti les images. Ce qu'est C'est un ce ligne phénomène de rouge et c'est un mode radicalisation de la d'emploi France pour insoumise. comprendre en fait d'où vient la France insoumise, comment elle s'est radicalisée, ce que veut dire cette radicalisation et quelle va être aussi, et ça c'est très intéressant, la France insoumise dans 10 ans. Et on en parle avec certains experts comme Olivier Vial. Et on s'appuie sur les enquêtes de Jules Laurent du magazine. Exactement. On raconte en fait ce moment de bascule où on a un Jean-Luc Mélenchon qui en 2010 était contre le voile, légitimait l'islamophobie et qui en fait en 2022, 10 ans plus tard, il y a ce moment de bascule où lui quitte les bancs de l'Assemblée nationale. Il y a tout un écosystème, un nouvel environnement de la France insoumise qui arrive avec la députée Obono qui fait du socialisme, on appelle le socialisme d'en bas. Il y a Rachel Ketché qui avait aussi mis sa patte. On a bien sûr toute la sphère de l'Olu, Raphaël Arnaud, Louis Boyard. Il y a aussi des personnalités qu'on voit un petit peu moins et c'est très intéressant parce que dans ce documentaire, on va les exhumer. C'est Alma Dufour, c'est d'autres personnalités comme ça qui en fait œuvrent dans ce qu'on appelle l'Assemblée constituante de la France insoumise, l'Assemblée populaire, œuvrent à tisser des liens avec les réseaux, notamment fréristes, qu'on voit dans ce documentaire. On voit Thomas Porte qui a pu s'associer notamment à Al-Quds, une association liée, citée dans ce rapport sur les frères musulmans. Donc en fait, on explique tout cet écosystème d'aujourd'hui qui témoigne de la radicalisation qui est liée évidemment aux réseaux islamistes, etc., que fréquente la France insoumise. Et puis, celle d'après, en partant d'un point d'orgue de ces derniers mois, c'est celui où Rima Hassan, dans un discours, dit à côté de Mathilde Panot, le temps du porte-parole est terminé, on va devoir désormais incarner physiquement, matériellement la France insoumise. Donc, dans 10 ans, 2032, 2037, exit les Blancs, tout simplement, exit Mathilde Panot, exit Aurélia Trouvé, par exemple, exit Alma Dufour. Exit Boyard de Villeneuve-Saint-Georges, Bien sûr. remplacé par Mamadou Traoré. Exactement. Et donc, qu'est-ce que la France insoumise dans 10 ans? Ce sera un petit peu, on parlait de cinéma, on parlait d'art tout à l'heure, ce sera un peu en croisée d'ouverture, la fin de ce documentaire, d'expliquer dans 10 ans où en serons-nous. Voilà. On a beaucoup de travail, sinon tout va bien, hein, du coup. Beaucoup de travail, mais moi, c'est vraiment la fierté que j'ai de réussir déjà à produire tout ça dans des temps records, hein, il faut le dire. Hein. On compte plus nos nuits, on est beaucoup sur la route aussi, on est même en voiture, on travaille en fait. On a vraiment envie de faire de l'activité pour nos abonnés. On travaille beaucoup sur nos réseaux sociaux en même temps parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, j'étais révolté. Moi, quand j'étais agriculteur hier, je ne pouvais pas attendre le 9 juin d'avoir mon épisode 4. Je me suis dit, il faut que je communique tout de suite sur cet agriculteur. Donc, il y a énormément de travail. Il y a des réalisateurs derrière, des producteurs. Il y a beaucoup de monde. Il y a des monteurs, il y a des cadreurs qui ont énormément de courage aussi de nous accompagner, d'aller partout. Moi, voilà, je suis très heureux aussi de cette liberté que tu m'accordes d'aller partout sur les routes de France pour en fait répondre à vraiment une attente qui était la nôtre, qui était aussi notre espoir, de se dire Frontières n'est pas juste un média parisien. Frontières, c'est le média des Français. Et j'ai vécu un truc très touchant hier. Un rugbyman, il faisait 120 kilos, il m'a écrabouillé. J'arrive dans un hôtel-restaurant d'un abonné de Frontières qui, depuis des mois, nous suit. M'a écrit parce qu'il a un hôtel-restaurant en Corrèze. M'a accueilli dans son hôtel-restaurant et en arrivant, un rugbyman m'a reconnu, m'a pris dans ses bras en me serrant, en me disant Frontières, vous êtes mes idoles. Merci de nous donner une voix, de faire parler ces Français. On n'a jamais vu aucun média venir ici en Corrèze parler de nous. C'est super, on termine sur ces mots, je pense, qui vous touchent également, et téléspectateurs. N'hésitez pas en commentaire à donner vos avis, des pistes également de sujets. N'oubliez pas que si vous êtes abonné de Frontières aussi, votre avis forcément est largement pris en compte. Vous pouvez nous écrire sur contact@frontieresmedia.fr, vous pouvez mettre en objet pour Jordan Florentin et le mail lui sera transmis, il pourra vous répondre. Retrouvez donc déjà ces 3 premiers épisodes sur la série La France d'après, sur Frontières Plus, sur frontieresmedia.fr, sur l'application mobile de Frontières. Frontières Plus, c'est un carton depuis 2 semaines, ça permet justement de faire ce genre de travail, d'essayer de sortir du flux constant d'informations, d'aller creuser, d'aller documenter, d'aller apprendre des choses, d'enrichir aussi nos journalistes, de nous nourrir, de pousser des sujets. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont être faites. Il y a déjà un documentaire sur Crépol, sur l'immigration, les prochains documentaires également, sur l'Afrique du Sud, donc la France insoumise, la natalité avec Louise Maurice. Voilà, beaucoup de choses jusqu'à l'été, donc c'est important. Et n'oubliez pas un programme aussi quotidien, parce que le lundi soir, on a Iconoclaste, l'émission économique de Sébastien Lay. Le mardi soir, Secret d'État, c'est un peu une série d'épisodes plus histoire de Julien Girard. Le mercredi soir, c'est la note d'humour avec
la revue d'actualité de Georges, le jeudi les grands documentaires, le vendredi Alexandre Cormédoni qu'on a ressuscité entre guillemets du Québec, qui a été censuré par Justin Trudeau, qui fait un live. Vraiment, vous pouvez retrouver les replays qui sont très amusants. Moi, je me régale à chaque fois le vendredi soir. Le samedi, vous trouvez parfois des podcasts iconoclastes de Louise Maurice qui vous raconte par exemple l'histoire terrible de Louis Fishman qui a perdu sa mère, qui s'est fait assassiner. Également son petit frère qui a témoigné pour la première fois au micro de Louise. C'est ce format qui lui permet aussi de créer un cadre qui permet de se confier sur des choses qui sont très dures. Et le dimanche, à chaque fois, vous avez le plaisir de retrouver Jordan. Donc merci à tous. La France Insoumise, d'ailleurs, ce magazine, c'était un vrai carton. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, plus de 50 000 magazines qui ont été vendus. Notre prochain magazine, ça sera début juillet. Vous verrez, il sera passionnant. Merci Jordan, en tout cas, bravo et bonne route alors pour la suite des épisodes. Et rendez-vous dans la France d'après.